pas de voir les autres questions parce que c'est en fait des personnes qui cherchent des thèses ou qu'on pourrait voir ça ultérieurement. Ils peuvent laisser les questions et Nesrine peut les diffuser après. On va passer à la présentation de professeur Kerem Chakmani. C'est un plaisir de te retrouver, cher ami. Donc, Kerem Chakmani, professeur à l'INRS, en géospatial, donc cofondateur et conseiller scientifique et stratégique de GeoSapiens, professeur au Centre Terre-Eau Environnement de l'INRS, Québec-Canada. Puis, ses travaux de recherche portent sur le développement des méthodes d'estimation de suivi des ressources hydriques, tant à l'échelle locale que régionale, pour permettre l'application en hydrologie des données de télédétection et des outils de géomatique. J'ajouterai qu'il est ancien de chez nous, c'est un ancien de l'INAT. À toi, Kerem, la parole. Merci Zora, vraiment merci beaucoup pour cette opportunité. C'est un plaisir de voir des bons amis, puis faire connaissance des autres membres ou de l'assistance. Je vais partager la présentation. Est-ce que c'est fait? Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, il faut la mettre en diaporama, s'il te plaît. Oui, c'est fait. Exactement. C'est beau comme ça. Donc, aujourd'hui, là, j'ai le chapeau. Ce n'est pas le chapeau du chercheur, mais plutôt l'entrepreneur. Je représente GeoSapiens. C'est une jeune pousse. C'est pour la traduction française de spin-off de notre institut que j'ai cofondé avec des membres de mon équipe de recherche, des étudiants et des professionnels de recherche. Et à titre, je suis cofondateur et conseiller scientifique et stratégique. Donc, ça, c'est les résultats, l'outil Inundation. Vous voyez, j'espère que vous avez vu, ce n'est pas des fautes d'orthographe, un petit peu le jeu de mots qu'on utilise là, pour désigner cet outil. C'est un outil de gestion opérationnelle des risques d'inondation qui est le fruit d'une dizaine d'années de recherche de notre équipe. Puis, on a dit qu'on a décidé de valoriser sous forme d'une entreprise qu'on appelait GeoSapiens. GeoSapiens, là, si on voit là, c'est Geo, c'est l'intelligence spatiale. Donc, Sapiens, c'est intelligent en latin, puis Geo, c'est l'espace. Donc, on est parti pour les travaux là, derrière le développement de cet outil. C'est qu'il y a plusieurs constats. Le premier, c'est que la cartographie des inondables est incomplète. Les gens, souvent, de toute façon, c'est des secteurs précis, c'est des cartographies statiques souvent, ils ne sont pas mises à jour et ça ne couvre pas tout le territoire. Ici, vous voyez ici, par exemple, on a un exemple ici de la Majerda. Vous voyez, de toute façon, c'est des cartographies des zones passées qui ont été touchées. Il n'y a pas une cartographie dynamique pour un événement à venir ou actuel. Donc, en plus, les cartographies considèrent seulement on va venir plus tard, une seule composante de le risque d'inondation, à savoir l'aléa. L'aléa seulement. C'est-à-dire, l'aléa de l'inondation peut être exprimé par plusieurs paramètres. Le premier, c'est le plus simple, c'est l'étendue de la zone inondée. Ça, c'est comment on exprime. On peut la profondeur de submersion, c'est une autre façon d'exprimer. On peut ajouter la vitesse de l'eau. On peut ajouter la charge en débris. On peut ajouter la charge en sédiments ou de contaminants. On peut ajouter la température et ainsi de suite. Mais la façon la plus simple, c'est l'étendue. Et il n'y a pas de prise en considération de ce qu'on trouve. En tout cas, je parle du contexte canadien. Hein. Probablement, c'est le cas de plusieurs, à part quelques pays comme l'Angleterre, c'est la majorité des cas, c'est les gens se contentent de l'aléa. Et ça, c'est une vision incomplète et partielle. Il n'y a pas de relation entre l'aléa et les enjeux. Parce que les rivières qui débordent, ils peuvent déborder dans nos endroits où il n'y a pas d'enjeu. On va appeler ça milieu humide.
et tout le monde est content que ça déborde tout le temps. Mais c'est lorsqu'il y a des enjeux, c'est-à-dire des infrastructures, des personnes, des routes et tout ça. Donc là, on parle, il y a une exposition à ces enjeux, ils sont vulnérables à l'eau, et là, on parle de risque. En dehors où il n'y a pas d'enjeu, on ne peut pas parler de risque. Il y a de l'aléa seulement. Et aussi, là, donc, ce qui fait qu'on n'a pas de visibilité, on n'a pas une estimation des conséquences d'une crue. Il y a une crue, mais bon, on doit la gérer, ce risque-là. Parce qu'il faut dire il faut rappeler que l'aléa inondation ou le risque d'inondation, c'est le risque le plus important partout. C'est en termes de fréquence, en termes de dommages économiques et en termes de vie humaine. C'est vraiment le risque le plus courant et le plus important partout dans le monde. Donc, il faut prendre ces risques-là dans sa globalité. Donc, on a parti de ces constats qu'il y a un manque là-dedans. Donc, pourtant, il y a maintenant, avec le développement beaucoup là, des outils en ligne, l'Internet, il y a beaucoup d'études sous forme éparse. L'information, c'est quelqu'un qui veut vraiment étudier puis gérer ces risques-là, ces risques d'inondation. L'information, elle est très éparse. Là, on trouve des études qui ont été faites, par exemple, avec des outils aussi puissants que ECRAS, par exemple, que Mme Seydi nous a parlé. C'est des fois des outils web qui se contentent seulement de donner des choses statiques ou un suivi des débits de rivières, voilà, le débit monte, descend, mais ça ne nous donne pas l'emprise spatiale de cet événement. Et un autre constat, ce qu'on a vu, c'est aussi que tous les travaux et les outils qu'on développe sont faits souvent par des hydrologues pour des hydrologues ou par des géomaticiens pour des géomaticiens. Ce n'est pas fait pour les décideurs. Donc, il faut souvent des connaissances spécifiques. Ce n'est pas du logiciel intuitif, puis ça prend des experts. Donc, l'idée avec cet outil, c'est comme on a venu combler un besoin, c'est que les gestionnaires de crise, ils font très bon ce qu'ils font, gérer les crises, mais on ne va pas les transformer ni en hydrologue ni en géomaticien. Donc, l'idée, c'est de ramener disons, les connaissances scientifiques et technologiques à leur niveau, disons ce qu'on dit avec un niveau de difficulté Google Earth. Ça, probablement, j'utilise pour faire une parenthèse avec les travaux de Mme Zohra et la volonté de vouloir que les gens adoptent ces technologies. Peut-être faut-il penser que ces gens sont des agronomes, c'est des agriculteurs, c'est des entrepreneurs. Il faut probablement ramener les outils à leur niveau. Ils n'ont pas à apprendre de nouvelles choses, ils n'ont pas à apprendre. Donc maintenant, la technologie le permet. On va voir comment on fait qu'on peut, tout ce qui est vraiment, c'est caché, et les gens vraiment, plus ils passent avec, c'est très intuitif comme outil. Donc, l'élément déclencheur, c'était en 2011. Il y avait des inondations catastrophiques au Québec, là, autour de la région de Montréal. C'est une rivière qui part des États-Unis, le lac Champlain, puis elle va déverse sur le Saint-Laurent au sud de Montréal. Puis ça a duré presque 2 mois, les inondations, parce que le bassin versant, c'est un grand lac, puis avec beaucoup de neige dans les montagnes, et puis ça a duré, presque, il y avait 250 municipalités qui ont touché. Donc, c'était l'élément déclencheur pour qu'on offre des outils, puis les gens étaient désemparés. Comment on fait? C'est qui est touché? Où intervenir? Comment ça évolue la situation? Ils ne savaient pas d'outils à la portée de main. Donc, comme je disais, c'est notre équipe, c'est sous ma direction. On a plusieurs étudiants au doctorat qui ont travaillé là-dedans, des professionnels de recherche, des stagiaires qu'on a commencé à bâtir les outils là, comme Inondation. Donc, l'idée ou le leitmotiv ou l'idée derrière, c'est simplifier les modèles disponibles. Parce que souvent, c'est des modèles complexes physiques, ils ont besoin
de beaucoup de données, une expertise pointue pour les faire rouler. Et maintenant, on n'a pas le temps dans une crise de préparer tout ça. Donc, les rendre simples et accessibles aux utilisateurs finaux. Donc, entre l'idée derrière GeoSapiens, c'est que on a développé les outils, puis on a contacté des entreprises pour leur donner des licences d'utilisation de ces développements. Mais il y a certaines, tant qu'il n'y a pas d'inondation, c'est comme ça l'être humain, tant qu'il n'y a pas une catastrophe là qui arrive ou qui vient d'arriver, le souvenir, on oublie que ça peut arriver, puis les entreprises ne voyaient pas l'intérêt. Donc, on a décidé de faire notre entreprise nous-mêmes, de faire la spin-off. Et il y avait des inondations vraiment catastrophiques 2017 et 2019, presque 2 ans à la suite, c'est qu'ils ont dépassé les périodes de retour centenaire, qu'ils ont démontré qu'on est exposé, ça peut arriver. Ce n'est pas parce que c'est centenaire que ça arrive pas, ça peut arriver deux années de suite. Donc, l'idée, c'est notre mission, c'est aider les acteurs à réduire les coûts et les impacts des inondations en étant préparés. Donc, on va faire un petit tour de cet outil. Je ne rentre pas dans le détail technique, comment c'est fait, tout ça, la science, ça, c'est pas je pense qu'on n'a pas le temps pour le faire. Juste pour dire que Inundation, vraiment, on a reçu avec ça plusieurs prix, comme c'était classé par Québec Science, une revue scientifique là, québécoise, là, parmi les 10 innovations de l'année 2019. En 2018, on a gagné le premier prix de Aquahacking, c'est un hackathon pour des solutions innovantes pour l'eau. On était aussi une distinction de l'Ordre des ingénieurs de Québec. Il y a l'organisme MITAC, c'est un organisme qui finance la recherche et le partenariat avec les entreprises. On a gagné le prix d'entrepreneur social. L'organisation mondiale WWF Canada, on était finaliste de son premier prix, on était classé 3e. Et finalement, ISRI nous a pris, on a gagné le privilège d'être dans leur Startup Network, ce qui nous donne vraiment accès à toutes les ressources et les outils développés par la compagnie ISRI. Je rappelle que le risque, c'est, comme je disais tantôt, c'est l'aléa inondation qui peut être exprimé par plusieurs, comme je disais tantôt, là, par plusieurs formes. Mais nous, on a développé là-dedans des façons de cartographier rapides, peu coûteuses. Il y a des études juste là pour cartographier 1 kilomètre pour l'aléa inondation sur 1 kilomètre linéaire. Si on le fait en 1D, là, pour ceux qui connaissent la modélisation sur une dimension, ça coûterait autour de $10 000. Si on passe à une modélisation en 2D, comme le ECRAS 2D là, que Mme Zid a montré, ça peut aller jusqu'à $50 000 parce qu'il y a des travaux de terrain, il y a de la bathymétrie à sortir, il y a beaucoup de données. Nous, on est arrivé avec une méthode vraiment peu coûteuse on n'a pas besoin de faire même pas de bathymétrie. PA rapide, dynamique, on peut couvrir vraiment avec une fraction de prix des kilomètres et kilomètres de rivière. À ça, il faut ajouter les enjeux qui se trouvent là-dedans. Donc, les bâtiments, les populations, donc les infrastructures. Et ça, il y a de l'information, par exemple, on a trouvé une façon d'obtenir les empreintes des bâtiments. C'est une information très importante qui n'est pas disponible partout. Même au Québec, on a des municipalités qui ils ont les lots de cadastraux, mais ils n'ont pas l'empreinte. Parce que notre outil ne gère pas à l'échelle, disons, macro. C'est à l'échelle du bâtiment. Et ça, c'est on combine plusieurs sources d'informations. Il y a Microsoft qui a fait 12 millions de bâtiments pour le Canada. Google, eux, ils font partout sur la planète, ils ont les empreintes, mais ils ne les partagent pas. Donc, mais on se débrouille avec l'imagerie à très haute résolution pour les avoir. Donc, une fois et ça, c'est ce qui donne le risque.
Donc, on a choisi une plateforme, donc un outil multiple plateforme. Il s'adapte à n'importe quelle plateforme, tablette, ordinateur de bureau ou téléphone intelligent, avec une interface conviviale, simple d'utilisation et l'information centralisée. Donc, c'est plutôt aussi du cloud computing. Les utilisateurs n'ont pas installé aucun outil SRI. Juste, ils ont Internet, ils peuvent se connecter, soit sur leur compte, si ce sont des gestionnaires de municipalités, soit qu'ils peuvent consulter pour une adresse particulière pour faire un rapport sur le risque d'inondation, pour un événement à venir, pour un revenu actuel et probable. Donc, un exemple ici, ça c'est dans le sud de la région de Montréal, ça c'est le lac des Deux Montagnes. On voit ici, vous voyez à quel niveau, à quelle précision, c'est le réseau routier. On a les bâtiments avec différentes couleurs selon le niveau d'exposition. Est-ce que c'est... Vous voyez ça un peu, je vais revenir ici, c'est avant. Vous voyez différentes couleurs pour les routes. Les routes sont pas, parce qu'on leur donne différents niveaux. Est-ce qu'il est praticable? Parce qu'il peut être inondé, mais une voiture civile, elle peut passer. Il peut être partiellement praticable, ça veut dire les véhicules d'urgence peuvent passer, par exemple, le camion de pompier, l'ambulance peut passer. Et rouge, aucun véhicule peut accéder. Et ça, le fait même, il y a des bâtiments qui ne sont pas, des citoyens qui ne sont pas touchés directement, et on inclut là-dedans le fait qu'ils n'ont pas accès aux ressources. Par quelqu'un qui se trouve entouré, par exemple, par des routes qui sont impraticables. Ils sont en danger, ces gens-là. Ils peuvent avoir un problème de crise cardiaque. On ne peut pas aller chercher une personne par ambulance, ou ils ne peuvent pas aller chercher la nourriture, ou toutes sortes de... Et donc, toutes sortes, donc, et au niveau des bâtiments, et au niveau selon le niveau du réseau routier on donne l'information. Ça, c'est au niveau, on appelle ça le risque à la population. Mais on a d'autres informations sur aussi le dommage selon la nature et selon la valeur de la maison, le dommage, disons, par événement, ou le dommage annuel moyen. Donc, on peut le calculer par, disons, selon les débits, selon la profondeur, niveau d'eau, pour aussi une récurrence 20 ans, 100 ans. Vous voyez ici l'équivalent en bas, là, ici. Ça peut être la situation hier, comment ça a été, puis en temps réel, si on a accès, prévision 1 jour, 3 jours. On peut, avec ça, s'abonner à un service d'alerte. Si on est une entreprise ou quelqu'un qui veut être dans une zone qui est à risque, peut être averti. Et d'ailleurs, là, on est en train de négociation avec les assurances. Les assurances, ça les intéresse beaucoup d'abonner leurs clients à un tel service, parce qu'en diminuant le risque de leurs clients, ils vont diminuer comment on appelle ça, les réclamations d'indemnisation. Si on les appelle 2-3 jours, faites attention, parce qu'on peut calculer même le nombre de sacs de sable, la hauteur de sacs de sable à mettre. Voilà, on vous envoie le sac de sable, la municipalité amène le sable, mettez-vous, préparez-vous, videz votre sous-sol, ou trouvez-vous un abri, tout ça. Donc, et ça réduit beaucoup les coûts qui ont à rembourser après ça pour réparation, parce qu'on a agi de façon proactive. Comme je disais, donc c'est au niveau du bâtiment, c'est pas à l'adresse. Là, on peut sortir toute l'adresse, les adresses, on peut les appeler, ces gens-là, pour les avertir de tout l'état de la situation. Donc c'est un outil qui est intégré pour la gestion. Donc, on peut l'utiliser pour la planification. On fait, comme on appelle ça, le what if. C'est quoi, là? On est dans une période creuse, on se prépare. C'est quoi qui nous fait peur le plus? On peut le simuler, savoir combien de personnes, préparer même le nombre, à peu près de personnes à évacuer, les autobus, les repas, les places qu'on appelle ça, les places des abris où mettre les gens. En prévention, on peut faire le test. Si je mets ici, par exemple, j'installe des sacs, si je soulève de toute façon, parce que les maisons ici peuvent être soulevées,
où on construit une digue, ou toutes sortes de mitigation, de moyens de mitigation qu'on peut tester là-dedans. Et aussi, c'est au niveau, excusez, l'intervention en direct. Parce qu'on peut avoir de l'information là-dedans, on peut mettre l'information qui vient de drone, l'information qui vient de satellite, l'information visuelle, les gens ils vont aller mesurer, on peut l'intégrer. Et puis, les responsables de gestion de crise, ils ont une vision vraiment plus claire de la situation. Et comme ça, ils peuvent prendre des décisions éclairées. Donc c'est ça, donc agir en prévention pour une population en sécurité et réduire le coût là, de tous les intervenants économiques, sociaux, même psychologiques et environnementaux. Donc, ce qui, juste ici, par le problème que je vois, donc éviter des... c'est bon. Donc, on est ouvert à des partenariats, donc soit en Tunisie, en France et ailleurs. Donc, nos coordonnées, contactez-nous, et on fait plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup, Kerem, pour cette présentation qui donne beaucoup d'espoir parce que, en fait, on voit une illustration directe de valorisation des années de recherche par une société efficace dans la gestion des risques d'inondation et dans l'intervention d'inondation. Il faudrait qu'on y arrive à faire pareil dans notre pays. Oui, c'est pas faute qu'on n'a pas essayé. Et on a essayé. Je le sais. On lâche pas. Mais on doit remettre ça. Oui, c'est ça. Donc, il y avait pas mal de questions, plusieurs qui vous disaient bravo pour cette présentation. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Et Nesrine, qu'est-ce qui nous manque en Tunisie pour développer ce type de projet de façon opérationnelle? Ben, figure-toi, Nesrine, on a essayé et on réessaye. Ouais. Mais ça manque rien, c'est juste mettre l'argent qu'on a. Même l'argent, elle existe. La Tunisie a emprunté, a reçu elle a reçu des dons pour faire gérer cette histoire, mais c'est juste la bonne équipe. Elle est là, elle est la bonne équipe pour faire relever ces défis-là. Mais Oui, sinon, les différentes on a toute l'information. Et surtout maintenant, avec la nouvelle technologie, avec le cloud computing, les municipalités, on ne leur demande plus de s'équiper ou avoir comment on appelle ça, des personnes très spécialisées dans ce domaine, mais plutôt des technologies à un niveau de difficulté de Google Earth. Avec une tablette, ils peuvent commencer à travailler. Encore une fois, merci beaucoup, Kerem, mais c'était un plaisir de vous revoir et de te revoir parmi nous. Merci. Merci. Question, oui. Et une dernière, s'il vous plaît. Oui. Voilà, en fait, je voulais poser la question à Monsieur Chokmani. Oui. Je me présente, je suis doctorante, je travaille sur le risque inondation en Tunisie. Oui. En fait, est-ce que ce type d'application, si on va l'appliquer en Tunisie, Oui. Avez-vous pensé à une adaptation par rapport au contexte tunisien, qui est certainement assez différent du contexte canadien? Au niveau, par exemple, la vulnérabilité humaine, c'est-à-dire pour les routes coupées, ce qui touche à la profondeur, il n'y a pas de changement. C'est au niveau de la valeur et les dommages économiques. Parce que les sensibilités, la vulnérabilité des bâtiments en Tunisie, le bâti en Tunisie, il n'a pas la même vulnérabilité par rapport à l'eau que le bâti ici au Canada. Donc, c'est la différence. Mais pour le haut niveau, pour sauver des vies, essentiellement, on a besoin des cartes de France, de LIDAR, on a besoin, disons, les empreintes de maison, mais on peut les avoir, les empreintes de maison et les routes, c'est tout. Voilà, si vous permettez. Merci Nesrine pour votre question. Merci Kerem pour la réponse.